Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio J. Pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou, nous allons comprendre et réfléchir à une dimension très importante du judaïsme, le chassidisme. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un de ses représentants, Chaim Nissenbaum. Bonjour. Bonjour. Alors, pour les auditeurs qui vous connaissent très bien déjà, je rappelle simplement que vous êtes le porte-parole du mouvement Lubavitch de France, Chaim Nissenbaum. Pour expliquer à nos auditeurs, est-ce que le chassidisme, c'est une révolution spirituelle, culturelle, sociale, qui apparaît au sein du judaïsme au milieu du XVIIIe siècle en Europe de l'Est? C'est ça que souhaitait son fondateur, le Baal Shem Tov? Mais je crois d'abord qu'il faut remonter encore plus loin dans l'histoire de la pensée juive. Avant le Baal Shem Tov? Bien avant. Parce qu'en réalité, le chassidisme apporte effectivement un nouveau regard, et ce que vous venez de dire est parfaitement exact. C'est en effet une révolution intellectuelle et spirituelle, et par voie de conséquence sociale. Mais il a été précédé par bien d'autres choses. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît spontanément comme ça à partir du néant et qui n'aurait jamais existé, où il n'y aurait pas eu des signes avant-coureurs. Sinon, on aurait dit, pour employer des termes qui ne sont pas vraiment de chez nous, mais on aurait dit, mais ce sont des hérétiques, c'est une hérésie, ça ne repose sur rien. On sait bien que dans la tradition juive, il y a un principe cardinal. Toutes les idées doivent avoir des fondements qui se trouvent depuis l'origine dans les textes de la Torah. C'est-à-dire que les racines de chaque mouvement doivent se trouver à l'origine dans la Torah. Absolument. Sinon, on va tomber effectivement sur des mouvements qui apparaissent pour Shabbataïk, etc. Par exemple, Shabbatai, même précédemment. Nous avons, par exemple, à l'époque du Temple, ceux qu'on appelait en français les Sadducéens, les Tzdukim, qui sont des gens qui donnent une autre interprétation de la Torah, refusant notamment les enseignements de la Torah orale. Autrement dit, ils ne s'appuient sur rien, uniquement sur leur propre pensée, quelle qu'elle soit, aussi estimable qu'on puisse la trouver. Ils sortent du judaïsme à partir de ce moment-là. Il doit y avoir obligatoirement un enracinement plus profond. Alors si on voulait voir les choses vraiment de manière très antique, on dirait que le chassidisme, c'est sa révolution culturelle, sa révolution spirituelle. C'est d'abord l'accès enfin ouvert au sens le plus profond de la Torah. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Chaim Nissenbaum, que le chassidisme ce serait le dernier mouvement, le dernier développement de la mystique juive qui est héritier de la Kabbale moderne? C'est-à-dire que le chassidisme apparaît comme une réponse à des hérésies shabbataïques, selon vous? Ce n'est pas son but, mais parce que l'Europe de l'Est, c'était la tristesse. Et puis il a fallu des gens comme Baal Shem Tov qui disent arrêtez d'être triste. On peut vivre le judaïsme dans la joie, dans la danse. Alors on comprend que c'était la tristesse à cette époque-là. En réalité, tout cela, encore une fois, s'enracine beaucoup plus profondément. À la limite, on dira que, comme vous venez de le rappeler, le chassidisme s'enracine bien au-delà du Baal Shem Tov. On pourrait remonter à Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, avec le Zohar, qui, je vous le garantis, n'habitait pas la Pologne ni la Russie. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est justement ce sens mystique qui apparaît. Pourquoi apparaît-il? Parce qu'il ne faut pas oublier que le chassidisme apparaît dans un contexte historique. Il y a eu les grands pogroms, les 2 années qui sont restées 2 années extrêmement cruelles dans la conscience juive. 2 années qu'on appelle les années de sang. Les tragédies ont engendré. Exactement. Les grands pogroms, les communautés juives sont décimées, littéralement. Il y a la fameuse révolte de Khmelnytsky, dont aujourd'hui on fait un héros dans certains pays de l'Est, en Ukraine notamment. Et le Khmelnytsky qui va massacrer l'une après l'autre les communautés juives à la tête de sa horde de Cosaques. Les communautés sont brisées et les structures communautaires disparaissent. Ça entraîne des tas de conséquences sociales. Ainsi, des choses se recréent, bien sûr. Ça prend 2 ans, le temps que les puissances environnantes abattent la révolte des Cosaques. Mais il a fallu du temps. Et après, on reconstruit. Le monde ne reconstruit plus pareil. Les gens sont abattus. Auparavant, prenons un exemple très simple. Auparavant, il y avait des systèmes qui existaient qui faisaient que tous les enfants juifs allaient à l'école. Alors, c'était pas l'école publique en ce temps-là, bien sûr. Mais tout le monde apprenait à lire, tout le monde apprenait à écrire, tout le monde étudiait un minimum. Mais tout cela
nécessitait des structures. Et même quand un enfant doué apparaissait dans une famille pauvre, eh bien, il y avait des systèmes de bourse qui permettaient de l'envoyer dans les plus grandes yeshivotes du temps. Et il pouvait devenir quelqu'un de très grand. Donc il y avait déjà des réponses aux problèmes sociaux, déjà. Absolument. En amont. Absolument. Après Khmelnytsky, après les années de pogrom, c'est fini. Tout ça a disparu, faute de moyens. Les structures ont disparu. Est-ce que le chassidisme, c'est une réponse aux tragédies des communautés juives d'Europe de l'Est ? D'abord, également oui, parce que cela a des conséquences. Apparaît alors une caste d'érudits qui ne se mélange pas à une caste d'ignorants. Imaginez, chose impensable dans le judaïsme, apparaissent des synagogues d'érudits et des synagogues d'ignorants. Et on ne se mélange surtout pas. La majorité des juifs se sentent totalement délaissés. Alors comment vous expliquez le mouvement des mitnagdim à l'égard des chassidim ? Alors on va traduire d'abord mitnagdim, les opposants. Les opposants au chassidisme. Pourquoi ? Parce que quand le Baal Shem Tov commence à enseigner dans ces années-là, alors il fait partie d'abord d'un groupe qui existait auparavant, qu'on appelait alors les tzadikim nistarim, les tzadikim cachés, les sages cachés, qui ne révélaient pas leur identité, qui ne se manifestaient pas comme des érudits, qui prenaient pas de poste honorifique ou de direction, mais qui allaient parler au peuple, qui allaient dire aux gens, il y a une place pour vous dans le judaïsme. Efficace dans l'ombre. Exactement. Et le Baal Shem Tov prend place dans ce groupe, et non seulement cela, mais petit à petit, il en devient le dirigeant. Et c'est ainsi que, alors selon la tradition chassidique bien sûr, il reçoit l'ordre de Dieu de se révéler. Et il se révèle, c'est-à-dire qu'il donne son enseignement publiquement. Mais quand il le donne, ça entraîne deux choses. D'une part, il commence à enseigner des pensées mystiques profondes de la Torah. Kabbalistiques. Or, Shabtai Tzvi est passé par là. Donc les rabbins du temps, les responsables se méfient. Lui aussi était un kabbaliste, et d'après les témoins du temps... C'était une méfiance légitime au regard de l'histoire. Bien sûr. Le Shabtai Tzvi était réellement compétent dans ces domaines. C'était un Talmid Chacham ? Absolument, qui a mal tourné, certes, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup étudié. C'est d'ailleurs une partie de sa séduction auprès d'un grand nombre de juifs de l'époque, hélas. Alors, d'abord, les rabbins du temps ont peur. Ils ont peur, est-ce que ce n'est pas la même chose ? Et puis aussi, le Baal Shem Tov explique, en citant le Zohar, que Dieu demande le cœur, et qu'on peut être un érudit desséché, et que finalement, et que l'érudit a besoin de cœur également, et que quand on n'est pas un érudit, bien sûr il faut étudier, il pousse les gens à l'étude, mais ce n'est pas parce qu'on est, dans la terminologie de l'époque, un homme simple, qui ne sait pas étudier, qui n'a pas beaucoup de connaissances, qu'on n'a pas d'accès à Dieu, qu'on n'a pas d'accès au judaïsme. On peut être quelqu'un d'une autre manière, parfaitement extraordinaire. Et il en montre des exemples. Les érudits... C'est ce que vous rejoignez un peu ce que dit Rabbi Nachman de Bretzlev, mais qui est aussi l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Bien sûr. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que le chassidisme enseigne que l'homme n'existe pas, mais doit se réinventer. Absolument. Et les érudits du temps, ceux qui s'intitulent eux-mêmes mitnagdim, les opposants, que reprochent-ils ? Mais le Baal Shem Tov est en train de retirer aux gens simples le respect naturel qu'ils devraient éprouver pour nous. C'est-à-dire qu'il remet en cause tout un acquis. L'analyse est fausse, c'est une erreur. Le Baal Shem Tov ne remet rien en cause. Le Baal Shem Tov redonne vie à quelque chose qui était en train de se dessécher. D'où la joie, c'est-à-dire qu'il y a place pour la joie. La rigidité doit disparaître. La conscience de soi et la fierté de ce que l'on est doivent disparaître. Alors si je dis à Chaim Nissenbaum que le chassidisme, c'est pas une doctrine, mais une force, un souffle qui rappelle sans cesse à l'homme que sa perfection réside dans sa perfectibilité. Mais cela même est une doctrine. Et plus encore d'ailleurs. Parce que si vous dites le Rabbi Nachman, qui était l'arrière-petit-fils, je rappelle pour les auditeurs, du Baal Shem Tov, c'était lui l'idée de l'Aïtbodédout, l'Aïtratchout d'abord, le renouvellement de l'homme, mais par l'Aïtbodédout, par le retrait, par mais le retrait n'est pas le but en soi. Le retrait n'est qu'un outil pour lui. De la même manière, on va retrouver chez Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur du mouvement Chabad, qui deviendra Lubavitch quelques générations plus tard. C'est quoi Chabad ?
C'est le nom du mouvement, du nom des 3 premiers attributs de la personnalité humaine. C'est la vie aujourd'hui. Absolument. Dans le mouvement Lubavitch. Donc, vous êtes les héritiers. On va revenir sur ça. Le mouvement Lubavitch est l'héritier du Baal Shem Tov. Exactement, comme tous les mouvements chassidiques. Avec cette idée-là, c'est que justement, tout cela forme doctrine. Tout cela donne un outil, un moyen d'avancer vers Dieu. Et c'est pour ça que c'est une doctrine, pas une doctrine figée, pas quelque chose comme on est dedans ou on est dehors, mais plutôt un moyen d'être, une manière d'être au monde, une manière de regarder le monde. Enraciné dans les textes bibliques. Exactement. On sort pas du cadre. Jamais, sinon on sort du judaïsme. Sinon on sort du judaïsme, tout simplement. En fait, disons, on a l'habitude, dans la terminologie chassidique, d'appeler les enseignements du chassidisme de manière très générale. On les fait rentrer dans la catégorie pnimiut Torah, sens profond de la Torah. Autrement dit, la Torah a été donnée telle qu'elle, unique, entière, intégrale. J'ai bien compris que le Tanya ne peut pas remplacer la Torah. Bien sûr, mais il se trouve, d'une certaine manière, spirituelle, il se trouve à l'intérieur des textes de la Torah. Le Tanya, c'est le commentaire de la Torah. Le Tanya est un guide du service de Dieu, qui est fondé sur des versets, bien sûr, sur des acquis talmudiques et kabbalistiques, mais de la même manière que tous les textes, depuis la... Mais pourquoi c'est pas bien expliqué de la part du mouvement Chabad? Aujourd'hui, il y a une confusion. Beaucoup de gens pensent que le Tanya, c'est à côté de la Torah. C'est dans la Torah. Mais bien entendu, comme tous les textes du judaïsme, le judaïsme n'est qu'un. Il n'y a pas 2 judaïsmes ou 3 judaïsmes. Il n'y en a même pas 1,5 d'ailleurs. Le judaïsme, c'est un grand corps, une entité intellectuelle. À l'intérieur de ce corps, alors nous allons trouver le Talmud, la Halacha, et puis les commentaires plus mystiques. Nous allons trouver le Midrash, la Kabbalah, et bien sûr les enseignements du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria au XVIe siècle, dont le Baal Shem Tov est l'héritier intellectuel et dont le Rabbi Shneur Zalman, comme Rabbi Nachman, vont... Rabbi Chaim Ben Attar, ça vous dit que... Oui, mais bien sûr. Vous savez, je ne les ai pas cités tous, et ceux que je n'ai pas cités m'excuseront certainement. Oui, mais c'est simplement des Sfarades, c'est pour ça. Vous savez, selon les Ashkenazim, Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, était en séfarade. Ce sont les séfaradim qui disent qu'il était ashkénaze. Est-ce que le chassidisme, selon vous, comme certains prétendent, est né aussi au Maroc? Mais il y est pas... Dans les zones kabbalistiques de Tétouan? Il y est pas nature. D'ailleurs, nous savons très bien que, justement, Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, comme on l'appelle traditionnellement, eh bien, nous savons très bien qu'il a eu une correspondance suivie avec le Baal Shem Tov. Avec le Baal Shem Tov. Alors, et on imagine ce que ça représentait comme effort, parce que les liaisons postales en ce temps-là étaient pas simples. Mais c'est les Chabad qui disent que s'ils s'étaient rencontrés, le Baal Shem Tov et Rabbi Chaim Ben Attar, le Mashiach serait venu. Oui, bien sûr, mais c'est un mot qui circule dans tout le chassidisme, à telle enseigne d'ailleurs qu'on nous rapporte que un jour les chassidim ont vu que le Baal Shem Tov avait brutalement pris un visage très sombre. Ils sont inquiétés, bien sûr. Il n'y avait pas de raison. Et ils lui ont demandé, maître, que se passe-t-il? Il avait certainement vu quelque chose. Et le Baal Shem Tov de répondre, une grande lumière vient de s'éteindre loin d'ici. Et ensuite, on a appris qu'à ce moment-là, Rabbi Chaim Ben Attar avait quitté ce monde. C'est très beau, ça. Mais c'est la présence. On va revenir les pieds sur terre. Mais le chassidisme, c'est pas simplement un phénomène exclusivement religieux, Chaim Nissenbaum. C'est une manière d'être. Ce serait la joie permanente de vivre dans l'enthousiasme. Est-ce que l'amour de l'autre et le respect de l'autre dans sa différence, c'est pas aussi une dimension cardinale du chassidisme? Bien sûr, mais il y a tant d'autres choses. N'oublions pas que quand on dit que le chassidisme n'est pas seulement une dimension religieuse, on peut en dire tout autant du judaïsme. Le judaïsme n'a jamais été une religion, comme chacun sait. Le judaïsme, n'est pas juste un moyen de s'attacher à Dieu par des rites figés. C'est un mode de vie, une manière de voir. Le chassidisme étant un élément du judaïsme, l'incarnant d'une certaine manière, eh bien lui aussi fait une manière de vivre, une manière de voir. Le chassidisme serait une manière de vivre le judaïsme, une des manières de vivre le judaïsme. Tout à fait, ce qui veut dire que tout devient plus vivant. Un juif, un des commandements fondamentaux du judaïsme, c'est l'étude de la Torah. On sait très bien que l'étude de la Torah est toujours enrichissante, mais on peut la vivre de manière desséchée.
ou on peut la vivre de manière vivante. La pratique d'une mitzvah est toujours essentielle, mais on peut la vivre de manière, disons, un peu endormie, un peu insignifiante, ou on peut vivre la mitzvah de manière très vivante, presque révolutionnaire, mais à chaque instant. Eh bien, c'est ce que le chassidisme apporte par l'inspiration que l'étude et la méditation donnent à son adepte. Alors, Chaim Ilsenbaum, j'ai rappelé au début de cette émission que vous étiez le porte-parole du mouvement Lubavitch, et vous dites que la légitimité chassidique, le mouvement Lubavitch et le mouvement Chabad s'inscrivent dans cette filiation du Baal Shem Tov. Est-ce que, comme certains le prétendent, on assiste parfois à certaines dérives de certains Chabadnikim, comme dans le judaïsme? Est-ce que c'est une dérive réelle ou c'est une dérive de méconnaissance du chassidisme? Alors honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi vous faites allusion. D'abord, le chassidisme, et entre autres le chassidisme Chabad ou Lubavitch, est constitué d'individus. Ce n'est pas un corps monolithique à qui on donne des ordres et qui obéit à celui qui parle. Vous avez bien compris que des gens vous disent, vous avancez masqué pour que la communauté devienne entièrement Lubavitch. Voulez-vous que je vous fasse un aveu aujourd'hui? Eh bien... Vous allez me dire que c'est vrai. Ah non, si c'était vrai, je l'aurais dit, mais j'ai dit que c'est un aveu. Si ça aurait pas été un aveu, tout le monde aurait dit « Ah, on le savait déjà ». Donc un aveu. Le mouvement Chabad ne veut pas que toute la communauté devienne Lubavitch. Il n'y voit aucun inconvénient, bien sûr, et au contraire, il accueille avec faveur tous ceux qui veulent le devenir, puisque ça implique un plus grand enthousiasme dans l'attachement à Dieu. Mais il ne le souhaite pas, ce n'est pas son objectif. Non, mais parce que pourquoi je vous disais Chaim Ilsenbaum? Parce que d'un côté, les gens sont émerveillés devant le dévouement, l'abnégation des Chabadnikim dans tous les pays du monde, partout où vous voulez, vous trouvez un mouvement Chabad qui est à votre disposition. C'est les visites des hôpitaux, c'est s'occuper des enfants, comme on voit cette semaine dans une yeshiva, c'est s'occuper et de l'autre côté, il y a une espèce de réticence d'une partie. D'où vient cette réticence? D'un manque de connaissance du chassidisme? Je crois. Le chassidisme est très, comme on l'a dit, le chassidisme est une manière d'être, manière d'étudier, manière de prier. Les enseignements du chassidisme, et notamment dans le mouvement Chabad, parce que Rabbi Shneur Zalman a développé une branche intellectuelle du chassidisme où tout est expliqué, tout est analysé, où on invite à la méditation, à la réflexion. Eh bien, c'est cela. Mais cette idée de n'exclure personne, exactement, d'accepter tout le monde, c'est une idée force du chassidisme. On la trouve déjà dans le Tanya, de l'œuvre maîtresse de Rabbi Shneur Zalman. Mais en dehors de ça, il faut souligner que c'est une des grandes demandes du dernier rabbi de Lubavitch, de Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui n'a pas cessé de dire qu'il ne peut pas y avoir d'exclusif, qu'aujourd'hui un juif qui par exemple n'est pas religieux, ce n'est pas comme il y a 4 générations où ne pas être pratiquant était un véritable choix militant. Celui qui n'était pas pratiquant avait choisi d'oublier le judaïsme. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, celui qui ne pratique pas la Torah ne peut même pas être jugé en fonction de quelque critère. Alors c'est de la tactique ou c'est de la tolérance? C'est simplement de l'ouverture. J'écarterai les deux mots. Il n'y a pas à tolérer un autre juif, il est juif. Et il n'y a pas de tactique, puisque de toute façon, l'objectif n'est pas de le rendre Lubavitch. Donc, ceux qui pensent que vous avancez masqué se trompent. Absolument. Donc, ils n'ont rien compris au chassidisme ni au mouvement Chabad. Il n'y a pas plus visible et reconnaissable qu'un chassid. Il suffit de regarder le chapeau et la barbe. Donc on ne peut pas avancer masqué. Mais lorsque l'on parle à l'autre, on se préoccupe de lui. En réalité, ce qui surprend beaucoup aujourd'hui, je crois, c'est que dans un certain milieu, et pas seulement juif, eh bien, on a l'habitude de penser prioritairement à soi. Et quand on s'occupe de l'autre, alors on a tendance à dire « mais de quoi se mêle-t-il? C'est l'autre, ce n'est pas lui ». Mais pour un chassid, cette distinction entre l'autre et soi-même ne peut pas totalement exister. Comme le dit le Tanya, d'ailleurs, citant les sages, citant le Zohar, nous sommes comparables à une seule grande entité. Et quand un membre dans un seul corps a mal, même si c'est un membre qu'on jugera négligeable, disons l'ongle du petit doigt, qui ne sert à rien, qui est insignifiant, mais même si on est le cerveau,
eh bien, on a mal au cerveau. Qu'est-ce que voulait dire le Baal Shem Tov, Chaim Nissenbaum, quand il disait « Les chassidismes nous rappellent avec force que le peuple juif doit continuer à se rappeler de son futur ». Absolument, parce que le peuple juif a inventé l'histoire. Le peuple juif a inventé l'histoire. Bien sûr. Il l'a écrite. Il a inventé le concept d'histoire qui avance. Le peuple juif a apporté une vraie révolution intellectuelle à l'humanité. À la place du temps cyclique, le temps grec, il a inventé un temps dynamique. Nous partons de la création du monde et nous allons vers l'accomplissement des choses. Autrement dit, l'histoire n'est plus un cercle, c'est une flèche. Nous sommes les archers, si l'on peut dire. Non pas nous les chassidim, mais nous le peuple juif. Alors, il faut que chacun contribue à cette avancée. Bien sûr, il faut se souvenir de son futur. Il faut se souvenir aussi du passé, parce qu'il est porteur de leçons. Mais dans le présent, il faut se souvenir que le futur n'est pas celui dont on parle autour de nous, c'est celui que nous portons en nous-mêmes. Alors, c'est quoi le mouvement Lubavitch aujourd'hui, Chaim Nissenbaum? C'est quoi le Tanya aujourd'hui, en quelques mots? Et c'est quoi Chabad? Beaucoup de gens, vous pensez que beaucoup de gens le savent? Peut-être que non, on va leur faire redécouvrir ce que c'est la réalité, la place et le rôle du mouvement Lubavitch en France. Eh bien, alors numériquement, si c'est ça la question, numériquement, le mouvement Lubavitch, on s'accorde à dire en général. Il n'y a pas de recensement très précis comme on l'imagine. Mais d'autant plus que, contrairement aussi à une légende, le mouvement Chabad n'est pas une armée. Nous ne distribuons pas de cartes de membres et donc il n'y a pas de numéro. Et tous les Lubavitch sont des individus avec des convictions, mais aussi des particularités personnelles et individuelles, ce qui fait qu'un Lubavitch n'est pas identique à l'autre. Mais ce qui est très singulier, par exemple, je prends votre cas, rabbin Chaim Nissenbaum, vous dialoguez avec des juifs libéraux, des juifs conservatifs, vous dialoguez avec toutes sortes de juifs. Pour réduire la proposition que vous venez de faire, je dirais, je ne dialogue pas avec des juifs libéraux ou non religieux, je dialogue avec des juifs. Parce que nous avons un point commun ultime et fondamental. Vous jouez sur les mots, mais je veux dire que quand vous allez à la rencontre des représentants du mouvement libéral, du mouvement conservatif, vous le faites en toute conscience. Pourquoi ? Parce que ce que l'on peut voir en eux, ce n'est pas leur conviction. Les convictions, c'est quelque chose de relativement superficiel dans l'individu. Conviction, ça change, ça va d'un côté, vous regardez l'homme juif, la conscience juive. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Je ne parle pas à des juifs libéraux ou conservatifs, ou pas religieux ou athées. Je parle à des juifs. Et ça, c'est cela l'idée. C'est-à-dire que ce dévouement est consubstantiel au chassidisme. C'est ce que l'on appelle, dans un mot très vieux, qu'on a oublié, je crois, l'amour du prochain. Alors, le chassidisme est aussi la conscience mise en question par le visage singulier et unique de l'autre en face de vous. Tu aimeras ton lointain comme toi-même. Et non seulement cela, mais l'exigence est forte. Comme toi-même, je ne peux pas me contenter d'aimer l'autre parce qu'il est autre. Je dois l'aimer comme je m'aime moi-même. Mais je peux ne pas l'aimer, il n'est pas comme moi. Mais il est comme moi. Il n'est pas comme moi superficiellement. Si je regarde au profond de lui-même, alors dans ce cas-là, il est comme moi. C'est ça la tolérance, c'est ça l'ouverture. Exactement. C'est ça ce que voulait le Baal Shem Tov dans le chassidisme. Tout à fait. De vivre dans la joie et pas dans la provocation, dans l'intolérance. Ni dans la rigueur, ni dans le renfermement. Mais vivre ouvert à tout. Et aussi ouvert au monde. Regardez le monde parce qu'il y a un vrai regard du juif sur le monde. Non, mais quand je vous vois, Chaim Nissenbaum, il vous est arrivé de quelqu'un vous dit mais je suis pas Shomer Shabbat, je peux pas venir. Non, viens, c'est pas grave si tu n'es pas Shomer Shabbat. Non, je n'aurais pas dit ce n'est pas grave si tu n'es pas Shomer Shabbat. Non, mais je veux dire, je crois pas en Dieu et vous répondez c'est pas grave. L'essentiel c'est que Dieu croit en toi. En réalité, rien ne doit être obstacle. C'est-à-dire que, avec tout juif, et plus largement avec tout être humain, mais commençons par tout juif, avec tout juif, il y a ce point commun fondamental. Nous sommes tous détenteurs de ce que l'on appelle dans la tradition mystique. Non, je veux dire, il n'y a pas un juif plus juif que l'autre. Exactement. Nous avons tous une âme que le Tanya décrit comme une partie de Dieu, qui que l'on soit. Alors on peut l'assumer, on peut être un juif extrêmement pratiquant, un érudit brillant, etc., etc. On peut être un juif éloigné de tout, qui, du fait des choses en général, ne sait même pas ce qu'est le judaïsme. Eh bien, nous sommes
à ce niveau-là tous identiques. C'est-à-dire que Faut pas rejeter. tout le monde a sa place, par définition. Il n'est pas question de ne pas le rejeter, il est question de l'inviter. Alors bien sûr, si on va en discuter, si ce juif qu'à Dieu ne plaise, me dit « je ne crois pas en Dieu, viens », je ne lui dirai pas « oh, ça n'a pas d'importance ». Bien sûr que ça a une importance, et on peut en parler. Mais ce n'est pas cela qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est l'essence de chacun d'entre nous, et cela c'est indépassable. C'est un réel plaisir, Rav Chaim Nissenbaum. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. À très bientôt, c'est un plaisir de venir.